Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Michel, producteur, président et fondateur de Cottonwood Media, une société de production du groupe Fédération, spécialisée dans les séries jeunesse en animation. Bonjour David, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va très bien. Alors Netflix, Hulu, HBO Max, vos programmes plaisent aux géants du streaming. Et ça, c'est étonnant. C'est quoi le secret pour vendre aux Américains quand on est un producteur français ? Je pense que le secret, c'est de faire ce qu'on aime. Il y a de très très bonnes boîtes françaises, et vous avez dû les interviewer, qui font des magnifiques programmes, qui culturellement sont très très français. Et ça marche bien. Et il y a plein d'exemples de ça. Nous, notre goût, donc mes associés et moi, c'est les programmes nord-américains. On aime ça, on les a regardés quand on était enfant, et c'est pour ça qu'on développe et on produit ce type de programme aussi. Donc voilà, le secret, c'est que c'est ce qui nous intéressait. Ouais. Et on a été un peu fous, on les a présentés, donc on allait pas mal de fois à Los Angeles sur les marchés, et puis ça a fonctionné. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est arrivé. Et c'est pas anodin ce que vous dites, parce qu'une des créations sur lesquelles vous étiez initialement, c'était Totally Spies. Ouais. Qu'on va voir en photo là. Donc Totally Spies, même moi qui étais un jeune garçon, je regardais. Ouais. Donc c'était vraiment un truc hyper divertissant. Il y avait beaucoup d'action. On s'amusait assez bien dans ce truc-là. Ouais. Et en fait, ça c'est dans une précédente aventure entrepreneuriale. Hein, c'était Marathon. En fait. Oui, ça l'est devenu. C'est-à-dire que Marathon, c'était mon deuxième job. Okay. Mon premier job, je l'ai eu dans une chaîne de télé qui s'appelait Fox Kids, qui est devenue Disney Channel. Okay. Je suis resté 2 ans là-bas et c'était un premier travail. Donc, je travaillais à la programmation. C'était intéressant parce que ça m'a permis de voir énormément de programmes télé différents pour enfants. Et je connaissais pas la jeunesse puisque je commençais. Et Marathon, je suis arrivé, j'ai commencé à faire du développement. Et la première série que j'ai co-créée, c'était Totally Spies. Et quand on l'a fait, justement, on a eu beaucoup de discussions sur ça. Moi, j'étais fasciné par 2 des gros phénomènes de pop culture de l'époque, qui était le film Clueless. Et c'était quoi Clueless déjà ? Alors Clueless est un énorme film pour ados. Et alors pour la petite histoire, c'est Emma de Shakespeare, oui. Qui se passe à Beverly Hills aujourd'hui, et c'est ce film qui a créé un peu toute la génération des filles de Beverly Hills, ce qu'on appelle les Valley Girls, tout ça. Donc okay. C'était très pop culture à l'époque. Et puis il y avait Britney Spears qui venait ses premiers tubes. Okay. Et Britney Spears a lancé la mode du girl power en fait, ouais. À l'époque. Et c'était juste au début de ça. Et donc, quand on l'a fait, en gros, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait aucune série pour filles nulle part, ni en France, ni aux États-Unis. C'était vraiment très, très peu. Pour ça, c'était No Man's Land, et pour une raison précise, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait à une chaîne, les chaînes nous disaient quand il y a un garçon et une fille dans un foyer, c'est le garçon qui tient la télécommande. Ah oui. Et il va il veut regarder des personnages masculins. Et donc ça ne sert à rien d'avoir des personnages féminins forts, ça ne va pas marcher parce que les garçons qui contrôlent la télécommande ne vont pas le regarder. Ça, c'était le retour des chaînes de l'époque. Ouais. Et donc quand malgré tout on a développé Totally Spies parce que ça mélangeait 2 choses qu'on adorait, qui étaient les James Bond. Ouais. Et Totally Spies, narrativement, c'est un format, une structure de James Bond. Ouais, parce qu'elles sont espionnes en fait. Les méchants, les espions, la double vie, les gadgets, tout ça. Voilà, c'est réminiscent de James Bond. Donc c'est un mélange de James Bond et de cette espèce de mode très pop du girl power qui commençait tout juste à l'époque, et on est allé au bon moment sur la vague en fait, parce qu'il n'y avait pas de programme qui vraiment s'était approprié ça. Et donc quand on a pitché Totally Spies, donc on avait un script, une bible, et on avait fait une petite promo. Et c'était un ovni complet, c'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, c'était que des filles, mais elles faisaient de l'action, enfin ils ne comprenaient pas. Et sans l'effet waouh en fait, c'était plus oula, qu'est-ce que c'est cette alien quoi. Disons, on a eu un peu des deux. Et en tout cas, finalement, c'est TF1 et la patronne de l'époque, qui s'appelle Dominique Poussier, qui nous a fait confiance, à Vincent et moi, donc qui avons créé la série.
Vincent était le PDG de la boîte. Et puis on est allé la montrer aux États-Unis. Et là, pareil, mais finalement, on est arrivé à avoir la confiance d'une chaîne qui s'appelait ABC Family, qui est devenue Disney Channel aussi, d'ailleurs. Et voilà, on s'était dit qu'on allait faire qu'une saison, que ça allait être un ovni. Et puis finalement, le truc a été un hit très très rapidement partout. Succès planétaire. Hein. Succès planétaire. Et honnêtement, moi, c'était le premier programme que je développais. Donc, j'avais pas d'attente. Je savais que c'était bien. Ça me faisait plaisir de travailler dessus. Mais nous, on a créé le concept. J'ai écrit le premier script. Et puis après, on a travaillé avec des auteurs qui sont des auteurs américains à Los Angeles, qui sont incroyables et qui sont ceux qui ont vraiment donné le goût de la série. Et puis... Comment avez-vous trouvé, excusez-moi je vous coupe, mais le dessinateur justement qui a donné ce style, c'était déjà présent dans la Bible initialement ? Non, pas du tout. Donc c'est ce que j'allais dire. Nous, on était vraiment sur la partie littéraire. D'accord. On savait ce qu'on avait envie de voir. De raconter, Et on a rencontré Stéphane Berry, qui est le réalisateur de Totally Spies et le directeur artistique. Et c'est lui qui a amené tout ça. Donc il a participé à la création de la série, évidemment, parce qu'il a amené... Voilà, toute cette ambiance visuelle, le look des personnages, le rythme de la série, sa réalisation. Donc voilà, c'est vraiment un travail à trois qu'on a fait avec Stéphane. Ok. Voilà. Et donc là, vous êtes dans une nouvelle aventure, Cottonwood, que vous avez créée en quelle année ? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans. En 2014. 2014. Et là, on va voir la photo d'une personne qui est assez connue finalement dans le milieu de la production en France, mais aussi à l'étranger, et qui est un associé à vous, Pascal Breton. Ouais. Alors, ça appartient à Fédération aujourd'hui, Cottonwood. C'est quoi exactement ? Alors, on a commencé totalement indépendant. Et puis, ça s'est allé assez vite, en fait. Et on avait envie, avec mes deux associés, Zoé et Cécile, avec qui on a créé Cottonwood, on avait envie vraiment de se concentrer sur les programmes, le créatif. Et on n'avait pas envie de se faire ralentir par tout ce qui était back-office, financement, qui sont des choses très, très lourdes et difficiles à faire. Et donc, on s'est dit, c'est le moment de se rapprocher de quelqu'un. Et à cette époque, donc, Pascal, je le connaissais depuis longtemps, puisque c'était le patron de Marathon. Oui, à l'époque de Marathon. Où on a fait Totally Spies. Avec Olivier Brémond et Vincent Chalvon. D'accord. Et donc, Pascal, lui, avait commencé 1 an et demi plus tôt Fédération. Et à l'époque, c'était pas encore un groupe, c'était une société qui faisait un très gros programme, qui est le Bureau des légendes, et qui allait faire Marseille, qui était le premier Netflix original français. Et on se connaissait très bien, et Pascal, en fait, nous a proposé de venir en nous disant, moi j'essaie de monter un nouveau modèle de boîte, d'où le nom Fédération, où il y a des entités de production qui sont très indépendantes, et puis en même temps on a la force de mettre en commun la finance, tout ça. Et c'était quelque chose qu'il voulait faire, mais ça n'existait pas encore. Et on a essayé. Et son rêve s'est réalisé. Aujourd'hui, dans Fédération, il y a une quinzaine de sociétés. On est la seule société jeunesse pour l'instant. On a des sociétés un peu partout dans le monde. On a une société qui s'appelle Fabula, qui fait la société la série Baby sur Netflix, que vous connaissez peut-être, qui est super. On vient d'ouvrir une boîte en Italie avec des très gros producteurs. On a une boîte à Los Angeles, en Allemagne, au Canada. Et donc voilà, donc on a un peu tous les avantages d'être dans un groupe, c'est-à-dire la solidité financière. Parce que quand vous faites un nouveau programme, et je ne sais pas si on parlera de nos programmes. Bien sûr, on va en parler. À chaque fois que vous lancez un nouveau programme, vous le développez, vous le pitchez aux chaînes, et puis il y a un moment où il faut débloquer de la trésorerie pour le produire. Et tout d'un coup, vous avez besoin de 300 000, 500 000, et puis 1 million, 1,5 million par trimestre. Et puis ça augmente, ça ne fait qu'augmenter. Et donc cette trésorerie, alors il y a des mécanismes qui existent en France pour financer les boîtes, mais malgré tout, si on avait été totalement indépendant, on les aurait fait ces programmes, mais on aurait mis 5 ans à les faire au lieu de 2. D'accord. Donc c'est vraiment compresser le temps en fait grâce à solidité financière. Exactement. Due à une structure de groupe en fait. Ouais, on a compressé le temps et ça nous permet aussi de développer plus de choses et d'être plus ambitieux
parce que donc je ne sais pas si on parle pas fiction ici, c'est ça? Si, mais on va en parler un petit peu. Non, on va commencer par Holly and Moon. Holly and Moon. Ouais, donc ça c'est une adaptation, hein, c'est 3 livres qui ont été écrits par une auteure une auteure américaine. Ouais. Diane Credensor, si j'ai bien mentionné son nom, que vous aviez optionné à l'époque en fait. Ouais. Et vous avez mis des auteurs canadiens, américains dessus, et puis vous avez développé et français. Et français. Ouais. Cette petite série, 52 épisodes de 10 minutes à chaque fois. Ouais. Qui est adaptée pour les 4-6 ans. Et c'est 2 petits chatons qui font le tour du monde en fait. Ouais. C'est une idée originale parce qu'en fait, on a de la 2D et aussi derrière de la prise de vue réelle qui permet de faire des scènes. Ouais. Racontez-nous un peu alors. C'est intéressant, c'était notre première série. Nous, on était amoureux de cette série de livres. Et elle avait pour avantage d'être à la fois surprenante et rassurante pour les diffuseurs. Et nous, comme c'était notre première série, on ne pouvait pas arriver avec quelque chose de complètement edgy. Voilà. On voulait y aller petit à petit. Ouais. Il fallait un truc qui soit bien packagé. Voilà. Sorte, en fait. Et puis vraiment, on adorait ça. Et en gros, ce qu'il y a de rassurant dans Holly and Moon, c'est que c'est une série préscolaire. Donc c'est un environnement assez connu. C'est sur l'amitié, sur ce qu'on appelle en anglais les social skills, tout ça. Et puis innovante, parce que visuellement, ce que vous voyez là, qu'il y avait déjà dans les livres, c'est-à-dire ce mélange de décors photoréalistes et d'animation, c'est différent. On est arrivé à le faire passer du livre à l'écran. Ouais. Et voilà, c'était différent. Donc, on va regarder un petit extrait. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super. Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belgorod. Voilà un petit extrait trop mignon. Ça me fait penser aux nuits que je suis en train de passer avec mon petit. Ah oui. Effectivement. Mais c'est top. C'est hyper agréable. Ils ont l'air trop sympas. Ils ont l'air curieux. Et alors là, on voit pas trop le côté photoréaliste parce que c'est dans les débuts d'épisode. Mais si, le sofa. Si vous regardez, voilà, il y a le sofa, le tapis, le parquet. Et puis après, quand on va à l'extérieur, c'est les monuments, des choses comme ça. Ouais. Et donc c'était intéressant. C'était un travail d'adaptation graphique vraiment intéressant. Voilà. Et c'est quoi les budgets d'une série de ce type-là? Alors Holly and Moon, de mémoire, hein, donc je vous ai dit que j'avais 2 associés. Oui. Donc j'ai une associée qui s'appelle Zoé Carrera, oui. qui est une personne très très forte, une très grosse pointure sur tout ce qui est créatif, animation, studio, direction artistique. Et mon autre associé s'appelle Cécile Loritano et sa spécialité, c'est le business à faire. D'accord. Et il y a une raison à cela. C'est que je n'ai aucune mémoire des chiffres. Donc je vais vous donner des chiffres, mais vraiment très, très, très larges. Ouais. De mémoire, Holly and Moon, on est sur un budget autour de 6,5 millions, je pense. D'accord. Pour 52 fois 11 minutes. Donc c'est un budget de série 2D. Ouais. Aujourd'hui, je crois que vous avez parlé à Guillaume Elouin, donc des séries 3D, les budgets sont plutôt entre 8 et 10. Ouais. Mais voilà, donc c'était notre première série et on s'est dit, faisons quelque chose qui ne soit pas hors de prix à financer et à animer et qui en même temps soit un peu différent. Donc c'était le programme idéal pour nous. Et donc du coup, depuis, c'est plutôt une valeur catalogue. Vous réussissez à le vendre à d'autres chaînes. Et, ouais. Ok. C'est intéressant. En fait, si vous regardez les programmes télé, et dites-moi si je rentre trop dans les détails. Non, mais justement, on est là pour ça. En gros, il y a 3 types de programmes. Quand on fait un programme, il peut rentrer dans 3 catégories et on ne sait jamais vraiment laquelle jusqu'à que ça arrive à l'antenne. Il y a la première catégorie où ça devient un hit. Et ça arrive une fois sur 1000. C'est imprévisible. C'est imprévisible parce que ça ne tient pas seulement au programme, mais aussi au diffuseur, à l'endroit où c'est diffusé, à quelle heure, est-ce que le public l'a trouvé,
quelle était la concurrence en face, enfin, on ne peut pas prévoir. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qu'on vise, des bons succès, qui font pas mal à l'antenne et qui ont une valeur catalogue, donc une valeur de revente assez longue et assez internationale. Okay. La troisième catégorie, c'est les flops. Ouais. Et il en existe aussi. Il y en a et on ne sait jamais. Moi, j'ai fait des flops dans mon passé et donc c'est ce que je vous expliquais. On ne sait jamais ce qui va être un hit, un succès moyen ou un flop jusqu'à que ça passe à l'antenne. C'est ce qu'on appelle l'industrie du prototype, en fait. Exactement, ouais, c'est l'industrie du prototype. Et alors, je pars quand même de la supposition que, voilà, on parle de gens qui aiment ce qu'ils font, oui. qui sont vraiment investis. Nous, c'est notre cas, être investis à 100% dans le programme. Eh bien, même quand c'est ça, on ne sait pas si on va être en catégorie 1, 2, 3. Et parfois, on peut être en catégorie 3 et repasser en catégorie 1. Oui. C'est-à-dire que j'ai vécu des exemples de séries qui commençaient un peu comme des flops d'audience, qui ne donnaient rien, et puis qui tout d'un coup partaient comme une fusée dans un territoire. Et ça motivait les autres territoires pour mieux le programmer. Et puis voilà. Donc faut être très, très, très... humble. Humble. Ouais. Tout à fait, voilà. Je vois tout à fait. Dans d'autres créations que vous avez, il y a Squish. Ouais. Ça, c'est une série de romans graphiques pour les 6-11 ans, oui, qui avait été écrite par Jennifer et Mathieu Holm, c'est ça. Et la série raconte la vie d'un microbe, en fait, d'une amibe. D'une amibe, oui. Ouais, qui cherche à survivre dans le monde sans pitié. Des organismes unicellulaires. Mais c'est trop marrant parce qu'on est vraiment dans un monde complètement différent, mais qui fait écho énormément avec notre monde actuel, avec l'histoire du virus, du coronavirus. Et ça, c'est une adaptation. Oui. Parce qu'il y avait un succès déjà, je crois, de 250 000 exemplaires des bouquins. Exactement. Et en fait, juste pour vous remettre en termes d'histoire de société entrepreneuriale, oui, donc quand on a commencé la société, on avait envie de commencer vite. Or, quand on fait une création originale, on aime ça beaucoup, ça prend plus de temps que d'adapter des bouquins, puisque des bouquins, le style graphique est là, la narration est là, donc il y a évidemment un travail d'adaptation, mais ça permet de lancer plus rapidement une société. Donc c'est pour ça que nos deux premiers projets, qui sont devenus nos programmes, étaient Holly & Moon et Squish. La différence entre Squish et Holly & Moon, c'est que là où Holly & Moon a quelque chose de rassurant, Squish est complètement foufou. Et très honnêtement, c'est un coup de cœur énorme qu'on a eu pour tout, pour le style graphique, les histoires. Et on s'est dit, il faut que cette série existe. Et donc voilà. Vous êtes allé voir l'éditeur en fait pour aller acheter les droits d'adaptation auprès des auteurs. Donc les auteurs sont des stars aux États-Unis, okay. C'est-à-dire qu'ils ont fait énormément de bouquins pour enfants qui sont des gros best-sellers, qui sont adaptés au cinéma, pour les plateformes. Mais on s'est très bien entendu, on a bien cliqué. Et puis personne voulait leur prendre Squish parce que les gens trouvaient ça trop edgy, justement. Ouais. Et voilà, donc on en est super fiers. La série vient de commencer sur... alors elle est en première fenêtre sur Canal J, okay. Et puis surtout elle va passer sur Gulli à partir de la rentrée de janvier. Et puis, on vient de la vendre à HBO Max. Ouais, c'est ça. Donc c'est top, ça. Donc ça, il y a un travail aussi d'adaptation au territoire avec des voix, tout un casting de voix, où c'est eux qui s'en chargent. En fait, nous, on a fait la série, on l'a produit en français et en anglais. D'accord. Et quand on l'a produit en anglais, on sait à quel endroit elle pourrait aller. Au départ, on pensait qu'elle irait sur Cartoon Network, ouais. Parce que c'est un style Cartoon Network. Et puis, en fait, ils n'en ont pas voulu. Et puis, juste après, ils ont lancé HBO Max, qui est aussi dans cet esprit Warner, et qui cherchait du contenu. Et voilà, on s'est retrouvés comme ça. Oui, c'est un peu le style slapstick. Slapstick, ouais. Slapstick, ça veut dire quoi exactement ? Slapstick, c'est quand on glisse sur une peau de banane ou on se prend une porte dans la figure. Ouais. Voilà. C'est la farce un peu simple, mais très marrante à regarder, quoi. Très divertissante. Le côté... les vieux films, quoi. Charlie Chaplin, ouais, voilà. Ça, c'est du slapstick. Ok. Ouais. Donc, HBO Max, comment ça se passe ? C'est des négociations qui sont longues on leur a vendu. C'est-à-dire que on a, comme vous avez dû le voir, donc il y a... En gros, il y a 3 phases dans l'histoire d'un programme. Il y a le développement. Donc là, c'est le risque que prend le producteur d'acheter des droits, de faire les premiers dessins, de faire une promo, de faire des scripts pilotes. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, une fois qu'on a terminé tout ça, c'est le préfinancement.
Donc je vais aller pitcher avec tous ces éléments que j'ai créés, avec mon risque de producteur. Je vais aller le pitcher aux chaînes et voir qui a intérêt pour le financer. Sur Squish, on a eu Gulli et Canal J qui ont préfinancé. D'accord. Et puis, on a eu Planeta, qui est notre partenaire italien, qui l'a financé aussi. Qui est une chaîne, du coup. Oui, c'est à la fois une chaîne et un groupe média. Okay. Et puis après, une fois que vous êtes préfinancé, vous rentrez en production. Et donc, pendant cette phase, vous n'avez plus besoin de préfinancement, puisque vous êtes préfinancé. Ouais. Et la production dure 1 an et demi. 1 an et demi. 1 heure et demie, ça serait top. Donc, pendant 1 an et demi, en gros, vous ne pensez plus vraiment à ces questions de vente. Et puis là, les premiers épisodes sortent. Et quand ils sortent, votre équipe de vente, donc nous, on est vendu par la filiale distribution de Fédération, qui s'appelle Fédération Kids and Family. Donc cette filiale va voir tous les acheteurs et leur dire voilà, regardez, le dessin animé il est produit, il existe quoi. Il existe. Il y a des épisodes. Parce qu'évidemment il y a beaucoup plus de gens qui achètent une fois que le truc existe que quand c'est sur dossier, sur papier. Oui, parce que c'est une prise de risque. Et donc HBO ils ont acheté à ce moment-là. D'accord. Donc on avait déjà produit le truc en anglais et en français, Squish, et donc ils l'ont vraiment vu sur épisode. Ils ont regardé des épisodes, ils ont aimé, ils l'ont acheté. Et vous en tant que producteur, c'est à ce moment-là que c'est intéressant, c'est que c'est déjà produit, le produit est là et en fait c'est plus simple. Enfin ça vous fait même des entrées d'argent directes quasiment. Oui. En fait, il y a deux. Puis il faut soustraire à ça évidemment les dépenses en sales, les dépenses en promotion, mais effectivement c'est intéressant d'avoir cette idée catalogue en fait. Est-ce que vous voulez que je rentre un peu dans le avant ça, ces trucs de vente, on va regarder un petit peu Squish. Ça sera mieux que l'histoire de la vente depuis le Néandertal. C'est intéressant quand même. C'est quand même intéressant. Once upon a time, in a lovely little Ça, c'est la promo qu'on avait faite. Oh, I'm not gonna be late. Not gonna be late. You're late. And if this keeps me from being late or breaking any more rules, then I say, let's go. Out of the way! I can't stop! Bacteria brother! Scientific fact. As amoebas, we technically don't have hearts. Ouais, ça c'est du slapstick. Ouais. Non mais typiquement, non mais je me prends la porte. Ce qui est génial, c'est qu'effectivement, ça aurait pu aller sur Cartoon Network, quoi. Oui. C'était un bon. Et en fait, c'était un peu trop jeune pour eux parce qu'aujourd'hui, Cartoon Network aux États-Unis, ils ont du slapstick, mais ils ont vieilli leur cible, donc ils sont sur des choses un peu plus agressives en termes de narration. Voilà. Et c'est pour ça que Squish était un petit peu trop doux pour eux, et donc ils l'ont pas pris. Et les plateformes, est-ce qu'elles ouvrent les chakras finalement sur les programmes? Elles sont oui. Ouais. Heureusement, parce qu'on a beaucoup de fermetures de chakras en ce moment du côté des chaînes historiques. Ouais. En gros, il y a eu une période jusqu'à l'année dernière où les plateformes commandaient, donc c'était des nouveaux clients, et puis les chaînes historiques, les chaînes câbles continuaient de commander, donc ça faisait un surplus de demandes, en gros, ça faisait comme ça. Et puis là, on commence vraiment à voir ce passage au non-linéaire, et donc qui a été beaucoup accéléré avec le Covid. Ouais. Donc là, par exemple, on sait qu'à partir du 1er janvier, la plupart des chaînes privées vont commander 20% de programmes en moins, 20 à 30% en valeur, parce qu'ils ont eu 20 à 30% de moins en publicité. De recettes publicitaires, ouais. Et je pense que ça va peut-être un peu remonter, mais tendanciellement, il y a un transfert de valeur vers les plateformes. Donc, les plateformes se sont ajoutées à ce que nous amenaient les chaînes, donc c'était super. Ouais. Jusqu'à, je dirais, cette année. Et puis là, alors que les chaînes réduisent un petit peu la voilure, les chaînes traditionnelles, les plateformes achètent énormément. Et là, on a beaucoup de chance parce que donc il y avait Netflix, évidemment. Et depuis cette année, il y a de gros nouveaux entrants. Il y a Apple, il y a HBO Max, il y a Peacock aux États-Unis. Il y a Peacock.
J'ai pas cité Amazon qui était là avec Netflix depuis le début. Ils font pas trop d'animation à Amazon. Ils vont peut-être y ils retourner. achètent beaucoup en fait d'animation. D'accord. Donc, mais effectivement, ils font pas trop de communication autour de ça. Et oui, les plateformes sont là. On a de la chance qu'ils soient là. Et c'est très intéressant de travailler avec eux parce que ça change complètement le type de programme qu'on fait en fait. Parce que c'est pas les mêmes budgets. C'est moins normé. C'est moins normé. Ouais. On est plus sur des micro-niches. Ouais. Quand on fait pour une chaîne généraliste, il faut que ça plaise un peu à tout le monde, aux garçons, aux filles. Quand on fait du 4-10 ans, il faut que ça plaise aux 4 et aux 10 ans. Et mine de rien, vous comparez un enfant de 4 et 10 ans, il n'y a pas beaucoup de... Donc, c'est mélanger des choses pour plaire un petit peu à tout le monde, alors que vous parlez à une plateforme, vous leur dites voilà, je fais un truc en costume sur une ballerine qui voyage dans le temps. Et ça donne c'est à Hulu Lena Rêve d'étoiles. Ça donne Lena Rêve d'étoiles, exactement. Find Me in Paris, voilà. En anglais. Alors racontez, justement ça c'est une production Cottonwood. Donc on part de l'animation, on va vers la prise de vue réelle. Hein. Ouais. Alors racontez-nous, c'est quoi ? C'est notre première production fiction. On vient de terminer 3 saisons de 26 épisodes, donc c'est beaucoup. C'est une série qu'on a produit avec la ZDF et Hulu aux États-Unis, donc qui est une plateforme de SVOD qui appartient Disney. Maintenant à Disney, ouais. Et France Télé, Disney Channel en France. Okay. Voilà, et donc c'est aussi un ovni. Je vous parlais d'ovni tout à l'heure pour Totally Spies ou pour Squish. Ça aussi, c'est un ovni. Pourquoi ? Pas parce que c'est la meilleure série du monde, mais parce que c'est... Aujourd'hui, si vous cherchez des fictions pour ados, c'est surtout des sitcoms, il y en a plein, ou des séries d'aventure un peu classiques, plutôt pour garçons. Mais un truc sur le voyage dans le temps, tourné à l'Opéra de Paris, avec un énorme budget, un budget beaucoup plus élevé que C'est quoi le budget ? C'est un budget de 14-15 millions d'euros pour 26 demi-heures. Okay. Et... qui tournait en anglais, écrit en anglais avec des showrunners qui sont canadiennes, qui ont déménagé à Paris pour travailler, un casting au Canada, en Angleterre. Alors, il y a une personne qui l'avait fait il y a très longtemps, c'était Pascal Breton, qui faisait de la série ado. Ouais. Donc, il en faisait certaines tournées en français, comme Extrême Limite. Ouais. Et puis, on a eu d'autres, comme une qui s'appelait Le Lycée Alpin, qui étaient des copros internationales tournées en anglais. C'est génial. C'est visionnaire en fait, c'était visionnaire. Ouais, Pascal était très visionnaire, et toujours d'ailleurs. Ouais. Et voilà, et donc nous on a appliqué un peu cette formule au programme Premium. Et donc là, c'est 3e saison quand même. Donc, ouais. Et c'est Netflix qui... Alors non, c'est pas Netflix, c'est Hulu, donc aux États-Unis, la ZDF. On a Disney en France et dans un certain nombre de territoires. Okay. Et France Télé. Donc c'est un peu un hybride en termes de financement entre de la plateforme et de la chaîne plus traditionnelle. Voilà. Est-ce que ça change les choses au niveau du travail de producteur que de fournir une série à une plateforme plutôt qu'à une chaîne aujourd'hui ? Oui, alors il y a il y a 3 différences majeures. Je vais essayer de prendre le cycle de vie de la série. Au moment du greenlight, une plateforme, vous leur pitchez quelque chose de très cher. S'ils n'aiment pas, ils vous disent non tout de suite. S'ils aiment, ils disent « Ok, on greenlight, quand est-ce que vous commencez à tourner ?» sans négocier même le budget de... Si, bien sûr, bien sûr. Il y a des équipes énormes. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils sont en phase ascendante et qu'ils ont besoin de beaucoup de programmes frais. Donc il y a une raison d'ailleurs. Donc la prise de décision est beaucoup plus rapide qu'une chaîne de télévision. Je pense que dans 10 ans, ça ne sera plus le cas et les plateformes seront dans le même timing que les chaînes classiques aujourd'hui. Ouais. Donc une chaîne linéaire, quand on pitch quelque chose... et que les gens aiment bien, ça prend un peu plus de temps, il y a des comités, voilà, ça prend un peu plus de temps et c'est normal parce qu'il y a moins ce besoin de produits frais énormes qu'ont les plateformes. Donc ça, c'est au moment du financement. Après, au moment de la prod, ça permet de raconter des histoires très différentes. En gros, pour être très caricatural, si vous travaillez uniquement pour des chaînes traditionnelles, linéaires, ils vont vous demander de raconter des histoires bouclées, pas très feuilletonnantes, qu'on puisse programmer dans des ordres différents, etc. Donc en gros, vous racontez un peu la même histoire à chaque épisode. Ouais. Quand vous travaillez pour une plateforme, comme vous savez, on peut raconter des histoires
complètement arqués. Des personnages qui... des évolutions de personnages incroyables, des retournements de situation, des gens qui meurent, tout ça. Et donc là, on a pu faire ça pour Find Me in Paris. Et ce qui était génial, c'est que, comme je vous disais, on travaillait à la fois avec Hulu, qui était une plateforme, et puis des chaînes traditionnelles, linéaires, et ils ont accepté de jouer le jeu. Et voilà, donc ça nous a permis de faire de réaliser quelque chose qui était très, très différent des séries classiques qui étaient sur leur antenne. Et puis il y a la troisième partie qui est le marketing et la vente du programme. Ouais. Le fait de promouvoir le programme pour le vendre ailleurs ou tout simplement pour... Non, je parle du marketing des chaînes. Ah d'accord. Okay. Donc quand vous travaillez avec une plateforme, dès le début du tournage, ils vous disent voilà, je vais avoir besoin d'un EPK, donc un Electronic Program Kit, avec énormément de choses pour pouvoir faire des réseaux sociaux, des interviews, des affiches, des trucs, des machins. Et ça, c'est prévu dès le début. Ils ont des équipes dédiées à ça. Okay. Et vous voyez, quand on va sur Netflix ou n'importe quelle autre plateforme, il y a les extraits, les making-of, les trucs. Tout ça à l'avance. Voilà. À l'avance, ouais. Donc ça, vous devez y penser dès le début du tournage. Quand vous travaillez avec une chaîne linéaire, ils vous demandent moins de choses. Ils vont vous demander des résumés, des photos d'épisodes, parfois une interview, parfois ils enverront une de leurs équipes pour tourner un peu d'images. Mais ils n'ont pas ces besoins, parce que c'est vraiment des besoins qu'ont créé les plateformes. Et ça, c'est dans le budget. C'est prévu dans le budget. C'est prévu dans le budget, donc oui, c'est une vraie partie du budget. Mais il faut quand même se staffer là-dessus, ou travailler avec des agences, etc. Donc. Bien sûr, et d'ailleurs, si vous voulez revenir sur l'affiche, l'affiche fait partie de ça. C'est-à-dire que, comme vous le savez, pour les plateformes, la partie visuelle est super importante parce que c'est ça qui fait que les gens cliquent ou pas. Bien sûr. Sur une chaîne linéaire, vous voyez une bande-annonce, vous découvrez, puis vous voyez si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Je connais très bien. Dans une autre vie, je faisais ce type d'algorithme qui présente justement les vignettes des vidéos en fonction de l'heure de la journée, mais aussi du contexte, de l'intérêt de la personne, etc. Son profil. Et donc là, on sait en gros qu'on a 1 seconde pour convaincre. Ouais. Et donc typiquement, nous, jusqu'à présent, nos affiches de programmes, on les faisait avec de très très bons graphistes, mais des graphistes quand même. Et là, pour Find Me in Paris, on a été obligé de passer par une agence qui nous a fait vraiment tout cet IPK, tout ce matériel, pour donner le plus de chances possible au programme au lancement. Non, mais c'est super intéressant. Donc ça change un peu la donne dans les opérations. Ouais. Il y a une autre œuvre dont je voudrais parler, c'est un long métrage. Alors je sais pas si c'est vous qui mais là, on peut pas dire grand-chose. On peut pas dire grand-chose, mais ça s'appelle Le Tour du monde en 80 jours. C'est vrai. On va voir une image ici. Sortie qui est prévue normalement en 2021. Bon, après, avec l'histoire du Covid. Modulo Covid. Ouais. C'est une adaptation d'un roman d'aventure de Jules Verne, évidemment, Le Tour du monde en 80 jours, qui était publié en 1872, les auditeurs et auditrices. Et donc ça suit la course autour du monde d'un gentleman anglais qui s'appelle Phileas Fogg, puisque c'est une petite... il s'appelle Phileas Frog. Ouais, c'est ça. Et Phileas Fogg qui se balade avec son ami et serviteur français, Passepartout. Ouais. Et il est surfeur, quoi. Donc là, c'est un gros projet. C'est un gros projet et un assez gros budget pour un film français. C'est un développement qu'on a fait pendant 5 ans. Ouais. Donc c'est Zoé, mon associé, qui avant venait de MacGuff et donc avait travaillé sur les Mignons, le Lorax, des choses comme ça. Ça lui tenait beaucoup à cœur. On a mis toutes les chances de notre côté. Là encore, on a pris ce que j'appelle notre risque producteur. Ouais. Donc, le risque producteur, c'est le montant que vous êtes prêt à dépenser en perte ou en quasi-perte avant de vendre le programme, de le pré-vendre. Donc là, on a fait énormément de travail parce qu'on a pris l'un des auteurs de Ice Age et de Ice Age 2 qui s'appelle Jerry Swallow. On l'a engagé, on lui a payé un script complet, ça a mis du temps à le faire. Donc on a investi tout ça sans savoir si on allait faire le film. Après, on a développé tout l'environnement graphique, on a fait une promo et donc on s'est retrouvé à
voilà, Chercher du financement, en fait, hein, après. Ouais, donc tout ça nous a coûté à peu près 500-600 000 euros de développement, qui était notre risque, c'est-à-dire qu'il était possible que tout le monde nous dise ça nous intéresse pas et avoir le nez dans l'eau. Ça, c'est toujours possible, ça arrive. On l'a pitché seulement à quelques endroits, et le premier endroit où on l'a pitché, c'était Studio Canal. Et Studio Canal a flashé sur le film, sur le script et sur le réalisateur qui s'appelle Samuel Tourneux, qui est génial, qui est très très drôle et qui a amené tout ça dans le film. Et donc Studio Canal est notre coproducteur et donc on fait le film avec eux. Voilà. C'est combien de personnes impliquées un film de ce type-là ? Alors, chez nous, on fait la pré-production, c'est-à-dire on crée les modèles principaux, la direction artistique, et puis après, on travaille avec des studios extérieurs. Donc là, il y a 2 studios qui sont très très forts avec lesquels on a travaillé. Il y a MacGuff Belgique et Circus à Paris. Voilà, qui sont très bons partenaires. Et donc, les équipes sont chez eux, mais plusieurs centaines. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut avoir le casting des voix, non ? Non, on l'a pas encore. Mais c'est très important et on travaille dessus. Ça va être sympa. Ouais. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, David. Merci infiniment. Franchement, j'ai passé un super moment. Et merci à toi. C'était très agréable de parler avec vous. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aux éditeurs et aux auditrices d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Évidemment, si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ça à vos proches, à vous abonner au podcast Animashow et à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles. Parce que c'est ça qui nous motive à en faire plus. Nous, on va tous s'abonner en sortant de ce podcast. Voilà. David, encore merci. Merci. Au revoir et gardez tous votre âme d'enfant.